Au cœur du 8e siècle, la péninsule ibérique est fracturée. L'Espagne musulmane, à l'Andalous, est minée par les guerres civiles et les rivalités intestines entre Arabes et Berbères. Ce chaos permet au minuscule royaume chrétien des Asturies de consolider sa présence dans les montagnes du Nord par la guérilla. Face à cette instabilité, le souverain franc, Charlemagne, dont l'ambition déborde les Pyrénées, voit dans l'appel à l'aide des seigneurs musulmans rebelles une occasion stratégique unique. Il lance en 778 une expédition massive visant à établir une marche d'Espagne. Cette expédition se soldera par le désastre de Roncevaux, lors duquel tombera le fameux Roland. À la conquête de l'histoire. Après la victoire de Covadonga en 722, de nombreux combattants viennent rejoindre les rebelles. Malgré les coups de boutoir d'Al-Andalus, la zone libérée ne retombera jamais sous contrôle musulman. Le jeune royaume chrétien bénéficie de 3 atouts majeurs pour sa survie. D'abord, l'obsession des musulmans de continuer leur conquête vers le sud de la France. S'ils avaient dirigé dès le départ leurs forces contre les Asturies et la Cantabrie, la résistance aurait certainement pu être anéantie. Mais ils négligent ce petit royaume, le considérant comme un simple refuge de brigands. Ensuite, les guerres civiles qui déchirent le monde musulman espagnol donnent l'occasion au royaume asturien de consolider ses frontières, de s'affirmer comme un État à part entière, et même de passer à l'offensive. Enfin, il y a la pauvreté des terres du Nord. Comme le note un historien arabe de l'époque, les musulmans ne s'intéressent pas à ces terres hostiles et sans richesse. Leur objectif est de contrôler les passages vers l'Europe, pas de s'enfoncer dans ces montagnes. La conjonction de ces facteurs permet la consolidation du royaume des Asturies, mais aussi la formation de noyaux de résistance dans d'autres zones montagneuses, comme dans les Pyrénées. Pélage, le fondateur du royaume, s'éteint en 737, après avoir établi sa cour à Cangas. Son fils Favila lui succède, mais il meurt prématurément, dévoré par un ours. En 739, Alphonse Ier, fils du duc de Cantabrie et gendre de Pélage, monte sur le trône. Son règne est décisif. Profitant des divisions musulmanes, il consolide le royaume en menant des raids et surtout en encourageant l'exode des Mozarabes vers les montagnes asturiennes. Cette stratégie crée involontairement le désert du Duero, une zone tampon dépeuplée qui renforcera la sécurité du royaume contre les assauts d'Al-Andalus. Après la mort d'Alphonse en 757, la couronne reste officiellement élective, bien que dans les faits ce sont les descendants de Pélage et d'Alphonse qui ceignent la couronne. Fruela Ier, fils d'Alphonse, doit faire face à un ennemi musulman stabilisé et renforcé sous Abd al-Rahman Ier, ce qui oblige le royaume à rester sur la défensive. Fruela doit également soumettre les Galiciens et les Basques qui se rebellent régulièrement, et son règne s'achève par son assassinat en 768. Ses successeurs, Aurelio puis Silo, maintiennent la paix avec les musulmans, mais doivent réprimer les révoltes galiciennes à plusieurs reprises. Enfin, Morega, fils naturel d'Alphonse Ier, succède à Silo. Son règne est associé à l'émergence du mythe de la christianisation de l'Espagne par l'apôtre Jacques, une légende qui culminera sous le règne d'Alphonse II, avec la découverte de son tombeau. Morega meurt naturellement en 788, laissant la place à Bermude. Ces premiers souverains, malgré les conflits et les instabilités, parviennent à bâtir un royaume asturien résilient, capable de faire face à l'empire musulman. Du côté musulman, les rivalités et les conflits internes sont constants. Si les forces musulmanes viennent d'envahir l'ancien royaume wisigoth, on ne peut cependant pas encore parler d'Al-Andalus comme d'un État unifié. Ce sont surtout des chefs militaires, les walis,
qui gouvernent et tentent de s'installer durablement. Ils établissent de petites garnisons, s'implantant çà et là dans une Espagne wisigothique morcelée. Des pouvoirs locaux innombrables émergent, alimentés par les vieilles rivalités entre Arabes et Berbères. Les seigneurs locaux se soumettent au pouvoir central, mais seulement s'il est fort. Dès qu'il s'affaiblit, ils revendiquent leur autonomie. Au début, les musulmans ne sont qu'une infime minorité de la population, et parmi eux, les Arabes sont encore plus rares. Pourtant, c'est cette petite élite qui va diriger sans partage. Le lien religieux a un temps uni les Arabes et les Berbères, mais une fois les langues guerriers retombées, les vieilles haines ne vont pas tarder à ressurgir. Parmi les premiers arrivants musulmans, on a donc deux groupes principaux. Les Arabes qui se sont installés en Espagne, qu'on appelle aussi les Baladis, et les Berbères. Les Arabes se divisent eux-mêmes en deux clans rivaux, les Caïssi, originaires du nord de la péninsule arabique, et les Yéménis, qui viennent du sud. Leur inimité ne date pas d'hier, elle remonte à des tensions lors de l'invasion arabe en Syrie. Une différence sociale et peut-être économique s'installe, et ces clans agissent comme des partis politiques. Quand un calife s'appuie sur l'un, l'autre est écarté du pouvoir. Inévitablement, ces tensions explosent aussi en Espagne. Le plus grand groupe ethnique musulman est de loin celui des Berbères. Ce sont eux qui forment le gros des troupes de Tariq et de Moussa lors de l'invasion. Par la suite, de nouvelles vagues d'envahisseurs du Rif et de la côte méditerranéenne affluent. Ce sont des gens fanatiques, à peine civilisés et totalement méprisés par les Arabes. Al-Maliki, un chroniqueur arabe du XIe siècle, dit des Berbères « Les Berbères sont les plus menteurs des hommes, les moins sincères dans leur foi, les plus enclins à se détourner de l'obéissance et à violer leurs serments. » Ibn Hazm, lui aussi au XIe siècle, dit « Les Berbères ne sont pas un peuple noble. Ils sont issus des restes des Cananéens chassés de Palestine. Ils n'ont aucune valeur, sinon leur nombre et leur sauvagerie. » Après la bataille de Covadonga, les émirs se succèdent, comme Abd al-Rahman al-Gafeki, mort à Poitiers, ou Abd al-Malik ibn Qatan, puis Ougba. C'est à cette époque qu'est donné l'ordre par le gouverneur d'Afrique du Nord d'exploiter au maximum la population berbère, allant jusqu'à leur imposer des taxes réservées habituellement aux dhimmis, et à enlever leurs jeunes filles pour le harem du calife de Damas. En l'an 740, c'est la révolte. Une immense rébellion berbère éclate en Afrique du Nord, qui s'empare de Tanger. Ce mouvement, motivé par la fureur et l'indignation, coïncide avec la propagation d'une hérésie religieuse musulmane, celle des Kharidjites, qui à cette révolte sociale ajoute une dimension spirituelle. Cette révolution a des répercussions immédiates en Espagne. Les Berbères du nord-ouest se soulèvent, excédés par le traitement que leur réservent les Arabes. Dans les partages de territoires, les Arabes se sont par exemple attribués les riches vallées d'Andalousie et du Levant, laissant aux Berbères les arides plateaux et les terres rocailleuses du nord-ouest. Malgré leur foi commune, les Arabes ne les considèrent pas comme des égaux. Plus nombreux et plus vigoureux au combat, leur rébellion est un succès initial. Pour y mettre fin, le calife de Damas envoie une grande armée, mais elle est vaincue. Les survivants se réfugient à Ceuta. Le gouverneur d'Al-Andalus, Abd al-Malik ben Qatan, fait traverser le détroit aux 7000 survivants. Unis aux Arabes déjà sur place, les Baladis, ils affrontent les Berbères, qui eux ont abandonné la Galice et les terres de Castille. 3 batailles ont lieu, près de Médina Sidonia, Cordoue et Tolède. Toutes voient la victoire des Arabes. Les Berbères sont vaincus. Cependant, cette victoire n'apporte pas la paix. Elle marque le début de 2 décennies de guerre civile sanglante et les émirs qui se succèdent ne parviennent pas à maintenir l'ordre. Al-Andalus est déchiré par les conflits. Dans ce chaos, le royaume des Asturies, sous le règne d'Alphonse Ier, en profite pour s'étendre et consolider ses bases. En parallèle, dans les Pyrénées, des groupes chrétiens soutenus par les Francs lancent leurs propres offensives qui mettront plus tard à la création des royaumes de Pampelune et d'Aragon. On comprend donc qu'au milieu du 8e siècle, l'Espagne musulmane est une simple province de l'Empire, et elle subit donc les conséquences des luttes de pouvoir qui se jouent à Damas pour le contrôle de ce vaste empire. À cette époque, les luttes internes culminent avec l'élimination de la dynastie des Omeyyades par leurs rivaux, les Abbassides.
La guerre entre Omeyyades et Abbassides vient d'abord d'un conflit de légitimité. Les Abbassides, descendants de l'oncle de Mahomet, reprochaient aux Omeyyades d'usurper le pouvoir du califat au détriment de la famille du prophète. Elle est aussi nourrie par un mécontentement social et religieux. Les Omeyyades étaient critiqués pour leur favoritisme envers les Arabes au détriment des convertis, qu'on appelle les Mawalis. Les Abbassides ont su exploiter ce malaise en mobilisant les populations perses et chiites, ce qui aboutit à la révolution de 750, à la chute des Omeyyades et au massacre de la quasi-totalité de l'ancienne famille régnante. Cependant, la fuite d'un des rares survivants Omeyyades, le prince Abd al-Rahman, qui trouve refuge au Maghreb, va changer le cours de l'histoire d'Al-Andalus. Poursuivi par ses ennemis, il échappe de justesse au massacre et rejoint la tribu berbère de sa mère, les Nefsa. Son objectif est de restaurer sa dynastie. Il voit en la péninsule ibérique une opportunité, car un contingent de Syriens fidèles aux Omeyyades s'y trouve déjà. Il s'assure de leur soutien et débarque à Al-Munyekar le 14 août 755. Après un échec des négociations, il affronte les troupes du gouverneur Al-Fihri près de Cordoue, le 15 mai 756. C'est une victoire écrasante. Immédiatement, Abd al-Rahman se fait proclamer émir d'Al-Andalus. Un nouvel État naît, politiquement indépendant de l'Orient. Abd al-Rahman a toutes les qualités d'un bâtisseur d'empire. Impitoyable et pragmatique, il impose un pouvoir fort et centralisé qui va consolider la présence de l'islam en Espagne. Son règne est marqué par une lutte constante pour conserver l'unité du nouvel État. Son arme principale est une force militaire sur laquelle il peut compter, une milice de mercenaires recrutés parmi les Berbères et les Sakalibas. Les Sakalibas étaient des esclaves d'origine européenne, principalement issus des populations slaves de l'Est. Capturés lors de razzias ou de guerres, ils étaient vendus sur les marchés méditerranéens et souvent transportés par des marchands juifs jusqu'à Al-Andalus. L'émir les utilisa comme garde du corps fidèles et sans attache tribale, afin de consolider son pouvoir face aux divisions entre Arabes et Berbères. Son règne ne connaît pas un seul jour de paix. Les révoltes se succèdent sans cesse. Al-Fihri, qui s'était soumis, se rebelle, puis est vaincu. Tolède, l'ancienne capitale wisigothe, reste insoumise jusqu'en 764. Ses anciens alliés, mécontents de ne pas pouvoir le manipuler, se soulèvent à leur tour. Mais la plus dangereuse des menaces vient des Berbères. Fanatiques et soudés, ils représentent une force redoutable. En 768, un imam, Shakia, issu de la tribu des Miknassa, fanatise la population berbère en se faisant passer pour un imam chiite descendant de Fatima, la fille de Mahomet. Sa rébellion, basée sur la guérilla, dure des années avant d'être finalement vaincu à la bataille de Bembézar, près de Cordoue. Puis le chef rebelle sera finalement assassiné par ses propres partisans. Les califes de Bagdad, quant à eux, soutiennent et financent de nombreuses révoltes contre l'émir. En 763, un chef arabe débarque au Portugal avec de l'argent du calife. Abd al-Rahman le défait. En 777, un autre émissaire arrive en Espagne, mais il est vaincu et tué. Ces conflits internes incessants empêchent Abd al-Rahman de mener une guerre de grande ampleur contre les royaumes chrétiens du Nord, même s'il y a eu quelques affrontements mineurs avec les Asturiens. L'administration héritée des Wisigoths est largement conservée. Le pays est divisé en 22 circonscriptions, les Coras, dirigées par des gouverneurs, souvent des nobles locaux. Pour éviter que ces derniers ne gagnent trop de pouvoir, l'émir limite le nombre de soldats dans les garnisons frontalières. La défense militaire est centralisée à Cordoue. Quand Abd al-Rahman Ier meurt le 30 septembre 788, il laisse à son fils Hicham un État puissant, doté d'une administration et d'une armée solide. Dans ce contexte particulier, la péninsule ibérique devient le théâtre d'affrontements complexes entre musulmans et chrétiens, ce qui pousse les tactiques militaires à évoluer rapidement. Il ne faut pas regarder les affrontements de l'époque comme un conflit global, mais plutôt comme une myriade de conflits locaux. La guerre y est une affaire de survie, où chaque camp doit s'adapter pour prévaloir. Les musulmans, bien qu'initialement en manque de cavalerie, vont rapidement combler ce déficit grâce à la richesse de la péninsule en élevage équin.
La cavalerie ou infanterie montée devient un élément clé de leurs incursions au nord des Pyrénées. Lentement, ils adoptent le matériel nécessaire, mais c'est surtout leur organisation qui fait leur force. Après la conquête, ils établissent un système que j'ai déjà mentionné, les coras. Ce dispositif implique l'installation de groupes humains sur des territoires déterminés, avec l'obligation stricte de servir dans l'armée. Cette obligation militaire héréditaire concerne non seulement les premiers colons, mais aussi leurs descendants, qui en échange conservent la propriété de leurs biens. C'est un modèle d'organisation militaire et sociale particulièrement efficace, qui garantit un recrutement constant. À la fin du 8e siècle, la guerre menée par les troupes musulmanes se caractérise principalement par des incursions rapides et des représailles ciblées. Ces opérations mobilisent généralement de grandes levées populaires qui s'ajoutent à un noyau de troupes permanentes, créant une force militaire à la fois flexible et redoutable, capable de s'adapter rapidement aux circonstances tactiques. Du côté chrétien, une mobilisation similaire se met en place, mais de manière moins structurée, influencée par les vestiges de l'ancienne législation wisigothique. Le poids de la guerre repose essentiellement sur une petite élite de guerriers professionnels, tandis que le reste de la population masculine n'assume qu'une obligation militaire occasionnelle. Pour le royaume des Asturies et les noyaux pyrénéens, survivre constitue l'enjeu vital de cette période. Leur stratégie militaire repose sur une défense révolutionnaire pour l'époque, une défense souple et mobile, non statique. Plutôt que de s'appuyer sur une frontière naturelle rigide renforcée par un réseau dense de places fortes et de tours, ils développent un modèle de guérilla sophistiqué, privilégiant l'évitement du contact direct avec l'ennemi chaque fois que la situation le permet. Cette approche tactique s'avère absolument nécessaire, car lorsque l'affrontement frontal devient inévitable, le désastre peut atteindre des proportions catastrophiques pour ces petites communautés chrétiennes. Dans cette phase critique du royaume asturien, la participation au combat doit être totale pour la majorité de la population masculine, car la survie même du groupe ethnique et religieux est en jeu. Leur procédure de combat se résume à une tactique redoutablement efficace: attaquer rapidement puis disparaître, frapper un objectif précis et s'éclipser avec le butin et les captifs avant que l'ennemi ne puisse organiser une riposte cohérente. Cette stratégie vise de multiples objectifs: semer la terreur parmi les populations qui se savent victimes potentielles de ces raids nordiques, et déstabiliser suffisamment les territoires frontaliers pour que l'avance andalouse dans ces régions au nord du Duero devienne entravée, lente, incertaine et dangereuse. C'est dans ce contexte de guérilla qu'intervient l'expédition carolingienne. L'expédition de Charlemagne en Hispanie en 778 était une manœuvre politique et stratégique. Le roi des Francs répondait d'abord à l'appel de seigneurs musulmans rebelles favorables aux Abbassides. Sulayman al-Arabi, alors gouverneur de Barcelone, envoya une délégation à Charlemagne à Paderborn. Sulayman lui offrait la soumission et l'allégeance de Hussein de Saragosse et d'Abou Thor de Huesca, en échange d'une aide militaire. Pour Charlemagne, cette alliance inattendue offrait une triple opportunité. Stratégiquement, l'objectif principal était d'établir une marche d'Espagne, une zone tampon militaire vitale pour sécuriser son royaume et le protéger des raids sarrasins. Il s'agissait de repousser la frontière au-delà des Pyrénées, d'annexer des cités clés comme Saragosse, consolidant ainsi la domination franque sur tout le sud-ouest. Politiquement, il cherchait également à affirmer son autorité sur les populations locales, notamment les Vascons. Enfin, idéologiquement, l'expédition lui permettait de s'affirmer comme le champion de la chrétienté face à l'islam, renforçant son prestige naissant en Europe. L'ambition de Charlemagne était claire: remplacer le risque frontalier par une forteresse défensive durable. Au printemps 778, Charlemagne organise méticuleusement sa campagne en divisant ses forces en 2 corps d'armée distincts. Le premier contingent se concentre à Narbonne et, empruntant la route du col de la Perche, progresse méthodiquement, passe par Gérone puis se rend vers Barcelone. De là, suivant l'axe Lérida-Huesca, ses troupes se présentent devant les imposantes murailles de Saragosse.
Le second corps d'armée, sous le commandement personnel du roi, passe par la Gascogne, une région basque encore largement autonome. Charlemagne y réaffirme son autorité avant de traverser les Pyrénées et d'atteindre Pampelune. Les musulmans qui contrôlent la ville sont expulsés, puis Charlemagne laisse une garnison franque avant de continuer sa progression vers l'est. Il descend la vallée de l'Èbre pour opérer sa jonction avec la première armée devant Saragosse. Mais la situation se complique une fois arrivé sur place. Hussein, le gouverneur de Saragosse, qui quelque temps auparavant a repoussé une attaque de l'émir d'Al-Andalus, pense désormais pouvoir conserver son indépendance et refuse catégoriquement de livrer la ville contrairement à ce que Sulayman avait promis. Les accords de Paderborn sont donc rompus. Les murailles et la citadelle de Saragosse défient les capacités militaires franques qui n'ont emporté aucune machinerie de siège adaptée. Malgré cette faiblesse tactique évidente, Charlemagne pose le siège sous les murs de la ville. Hussein propose de l'or aux Francs pour qu'il lève le siège, mais le roi refuse. Le temps s'écoule donc, sans résultat tangible. Les négociations avec les chefs musulmans demeurent stériles, tandis que parviennent du royaume franc des nouvelles alarmantes concernant une rébellion saxonne majeure. La rumeur d'une armée cordouane en marche vers Saragosse achève d'inquiéter le roi, qui redoute de devoir livrer bataille avec un fleuve et une ville hostile dans son dos, configuration tactique catastrophique. Face à cette impasse, Charlemagne accepte l'ordre d'Hussein, prend plusieurs otages et décide de retourner de l'autre côté des Pyrénées. Sur le chemin du retour, il rase plusieurs villes et villages basques qu'il pense être alliés avec les Arabes, puis en repassant par Pampelune, inquiet que la ville ne devienne un futur centre rebelle, le roi fait raser complètement les fortifications de la ville. En réponse, les Basques de toute la région se soulèvent. Cette destruction transforme instantanément les Basques en ennemis implacables. Cependant, plutôt que d'attaquer immédiatement l'armée carolingienne, il la laisse délibérément s'éloigner, puis organise une poursuite méthodique tout le long du chemin de retraite vers les passages pyrénéens, attendant le moment optimal pour frapper. L'avant-garde carolingienne menée par Charlemagne lui-même a déjà franchi les zones dangereuses, mais l'arrière-garde, chargée de la mission critique de sécuriser le butin considérable de l'expédition de Saragosse, progresse encore laborieusement dans les passages montagneux les plus exposés. Les cavaliers francs, équipés de leur armement lourd traditionnel, se trouvent contraints par la configuration du terrain de mettre pied à terre et d'avancer péniblement, un par un, tenant leur destrier par la bride. Cette formation, imposée par la topographie, élimine totalement leurs avantages tactiques habituels: mobilité, puissance de choc de la charge montée et cohésion des formations. À mesure que la nuit approchait, la faible visibilité rend difficile la surveillance de la longue colonne qui serpente le long des pentes raides. L'ascension devenant plus compliquée, le train de bagages se retrouve lentement à la traîne. L'armée principale ayant franchi le col en toute sécurité, les chefs de l'arrière-garde ne s'attendent à aucun problème. Mais, à leur insu, les Francs sont observés, scrutés. Des milliers de Basques, désireux de se venger des destructions causées à leur capitale, parsèment les collines des deux côtés du col. Cachés dans l'ombre de l'épaisse forêt de pins, ils attendent la tombée du jour. Alors que le train de bagages approche du sommet, les combattants basques passent à l'attaque. Ils poussent d'énormes rochers le long des pentes abruptes de la montagne. La route étant bloquée, l'arrière de la colonne est coupé du reste de l'armée. Une tempête de projectiles s'abat, frappant de nombreux Francs avant même qu'ils ne réalisent qu'ils sont tombés dans un piège. Les combattants basques, légèrement armés, se déplacent rapidement parmi les arbres, lançant leurs javelots avant de changer rapidement de position. Les projectiles semblent venir de toutes parts. En raison de la longueur de la colonne, l'information sur ce qui se passe à l'arrière met du temps à atteindre l'armée principale. Puis, le bruit des hommes hurlants et des hennissements violents des chevaux résonne dans l'air nocturne et atteint finalement l'autre côté du col. La route étroite et l'épaisse forêt de chaque côté restreint les mouvements. Tout ce que Charlemagne peut faire
est de transmettre des ordres pour que les hommes les plus proches de l'arrière de la colonne viennent en aide à ceux pris dans l'embuscade. Pendant ce temps, après avoir épuisé l'ennemi avec des projectiles, les combattants basques dévalent les pentes et fondent sur la colonne ennemie. Les Francs comptent sur la ténacité de leurs unités d'élite, mais cela ne suffit pas. La cavalerie tente tant bien que mal de s'extraire de ce piège mortel, sans succès. Sur les chariots, les gardes, avec pour seule défense de simples arcs et des flèches, de longues lances et des boucliers, n'offrent qu'une faible résistance. La plupart tombent rapidement. Les Francs, pourtant mieux équipés et mieux entraînés, ne peuvent rien face à l'agilité des Basques. Ils semblent à un moment reprendre un léger avantage en descendant de cheval et en combattant à pied, mais ils ne peuvent pas former de murs de boucliers sur la route étroite parmi les débris, les arbres tombés, les chariots et les cadavres. Plus haut, l'armée franque principale tente d'escalader les rochers, dans une tentative désespérée de secourir leurs camarades. Mais les Basques prennent position sur les débris, les retiennent à coups de flèches. Sûrs d'avoir empêché toute tentative de sauvetage et le soleil se couchant, les Basques se ruent sur le reste de l'arrière-garde. Au nord du col, Charlemagne réussit enfin à atteindre l'arrière, seulement pour réaliser rapidement qu'il ne peut rien faire pour aider les hommes piégés qui sont maintenant presque anéantis. De plus, à la tombée de la nuit, il est impossible de voir dans les bois de chaque côté de la route étroite. Craignant une deuxième attaque surprise contre le corps principal de son armée, Charlemagne ordonne au reste de la colonne d'avancer. Pendant ce temps, le carnage continue. Les Basques n'épargnent personne. Avec ses troupes, le légendaire Roland est l'un des derniers à tomber les armes à la main. Alors que les derniers vestiges de l'arrière-garde cèdent, les Basques entreprennent de récupérer le butin des récentes victoires de Charlemagne. Les convois de chariots sont délestés du trésor de Saragosse et des fournitures de guerre. Des chevaux capturés sont chargés du butin, et des armes, bijoux et de l'or pris aux soldats ennemis morts. Les Basques, victorieux, se dispersent avec leurs richesses nouvellement acquises, s'évanouissent dans l'obscurité. Le massacre au col de Roncevaux éclipse la campagne relativement réussie de Charlemagne. C'est la seule défaite significative que Charlemagne subit dans sa carrière militaire, par ailleurs couronnée de succès. L'expédition de Charlemagne et la bataille de Roncevaux produit des répercussions géopolitiques majeures pour tous les protagonistes de la péninsule ibérique. Pour Al-Andalus, cet événement constitue un avertissement stratégique fondamental concernant le danger croissant que représente la monarchie carolingienne. Le royaume franc se transforme définitivement d'agressé en agresseur et va désormais disputer systématiquement aux musulmans le contrôle vital des passages pyrénéens. Pour les Francs, cette aventure pyrénéenne malheureuse confirme brutalement la persistance du danger méridional et impose désormais une approche plus méthodique et prudente dans toutes les questions relatives au sud. La dangerosité avérée des Basques et les difficultés extrêmes du terrain montagneux orientent les futures actions carolingiennes vers les Pyrénées orientales, jugées plus accessibles. Cette réorientation stratégique mène directement à la création du royaume d'Aquitaine au sein de l'Empire franc, dont la mission principale est de surveiller la frontière méridionale et de s'étendre progressivement au-delà des Pyrénées. La prise de Gérone en 785 annonce concrètement cette nouvelle politique, le contrôle franc d'un territoire plus étendu qui deviendra la future marche hispanique. Pour les populations de la vallée de l'Èbre, Roncevaux représente une démonstration éclatante de leur capacité de résistance face à tous leurs voisins, asturiens, francs et musulmans cordouans. Cette victoire renforce leur volonté farouche d'indépendance et prouve leur aptitude à contrôler efficacement les passages pyrénéens. La conséquence la plus durable sera l'émergence de noyaux de résistance pyrénéens. Ces groupes donneront naissance au futur royaume de Pampelune et d'Aragon. Ces entités naissantes, aux côtés de l'Asturie, vont devenir les vecteurs cruciaux de la Reconquista. La carte de l'Espagne médiévale n'était pas encore dessinée,
Mais les points d'ancrage de la reconquête chrétienne de l'Atlantique aux Pyrénées étaient désormais fixés. L'ère de la survie va bientôt laisser place à celle de l'expansion. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Et si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pensez à faire un tour sur mon Patreon ou à devenir membre YouTube. Ça m'aide énormément à produire de nouvelles vidéos et en échange, vous débloquerez du contenu exclusif. Tous les liens sont dans la description. À bientôt pour le prochain épisode.